Rivière sans retour, un film de 1954 de Otto Preminger. Et donc, ce monsieur-là, en fait, a fait énormément de films. Il a fait des films noirs. J'en ai retenu quelques-uns qui m'ont marqué, moi, personnellement. Donc, forcément, on pense tous à Laura, le film de Tierney de 1944. On pense aussi à L'homme au bras d'or, à Autopsie d'un meurtre, Exodus, et moi j'ai aussi une tendresse particulière pour Bunny Lake a disparu. Voilà, je pense que c'est un de ses derniers bons films, on va dire. Rivière sans retour, c'est un film a priori renié par son auteur, puisque c'est un film de commande par Zanuck, Daryl Zanuck de la Fox, qui exigeait un film forcément, donc c'est un film de studio, on va dire. Et donc ce film a été renié par son auteur. Vous savez pourquoi, on va pas non plus s'attarder là-dessus. Mais bon, des grands films reniés par leur auteur, il y en a eu d'autres. Je pense notamment à Spartacus de Kubrick ou le Dune de Lynch. On va s'arrêter là. En tout cas, le Preminger avait la réputation d'être très exigeant et tyrannique. Bon, les films noirs, bon, j'imagine que vous les avez tous vus, les Mark Dixon, La 13e lettre, le mystérieux Docteur Corvo, des choses comme ça, avec des atmosphères un peu troubles. Donc voilà. Et il a fait un film un peu politique aussi, je crois Tempête sur Washington, mais beaucoup plus tard, dans les années 60. Et il a surtout aussi tourné avec Robert Mitchum, donc je ne veux pas dire la blague, si je la dis quand même à vos souhaits, Ainsi le visage en 52 avec Mitchum qui a tourné. Là on arrive dans le vif du sujet, c'est-à-dire que c'est son seul western, sa seule incursion dans le western, qui tourne en cinémascope au format 2.55 pour 1. Effectivement, donc Marilyn Monroe, Robert Mitchum, Rory Calhoun et le gamin dont j'ai oublié le nom, Tony Rettig. Alors j'ai appris que Tony Rettig est décédé à 54 ans en 96. Voilà, bon, je voulais parler du petit gamin parce que franchement, donc je raconte un peu l'histoire. Bon, on la connaît tous, hein, mais bon, je ne sais pas si tout le monde a vu la Rivière sans retour, mais ça se passe en 1875, donc un an avant la défaite de Custer à Little Big Horn. Matt Calder, donc qui est interprété par Robert Mitchum, un ancien repris de justice, veuf, vient chercher Mark. Donc vous aurez vu la liaison entre Mark et Matt. Donc dans la Bible, en fait, Marc vient après Matthieu, donc voilà, d'où le choix des prénoms. Donc son fils âgé de 9 ans dans un camp de chercheurs d'or. Et il se trouve que Marilyn Monroe, qui donc interprète la ravissante Kay, la chanteuse de saloon, a pris sous son aile ce fils perdu, on va dire, cet enfant perdu. C'est un film que j'ai vu, comme je disais, étant gamin. Donc c'est vraiment, je l'ai redécouvert récemment avec les yeux, toujours avec les mêmes yeux, avec le regard enfantin, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment le film. C'est aussi un film d'aventure, mais c'est aussi un western, forcément. Il y a des Indiens, il y a des cow-boys, enfin, on a tous les ingrédients, tout le panel du western. On a des magnifiques paysages qui ont été tournés au Canada, je crois que c'est 2 parcs nationaux au sud de l'Idaho. Et d'ailleurs, la rivière sans retour existe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, vous avez déjà été dans ce coin-là, mais je crois que c'est Ganf et le parc national de Ganf, il me semble. En tout cas, les extérieurs sont magnifiques. C'est vraiment prodigieux. D'ailleurs, je pense que Preminger a su magnifier cette nature sauvage. Quand on arrive dans le film, on voit effectivement Mitchum en train d'abattre un arbre et on entend de suite cette musique qui me ravit à chaque fois, chantée par Tennessee Ernie Ford, qui est donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a interprété un tube à l'époque, s'appelait 16 Tons. Donc voilà, cette voix un peu grave, un peu gutturale, quoi. Donc c'est un vieux chanteur de country musique. Donc cette scène, pour moi, d'entrée, elle nous met vraiment dans le bain, quoi, si je peux me permettre. Eux, ils vont y être dans le bain. Ça. Et donc, on voit donc dès l'entrée, dès le générique, je trouve somptueux, avec des inscriptions sur du bois comme ça, qui font écho à la simplicité du film. Un homme, son fils, une chanteuse, des Indiens, alors nez percé ou pas, je ne sais pas,
J'essaierai de trouver l'origine de la tribu qui harcèle le trio. Un radeau et une rivière. Donc là, vraiment, on a les éléments, les ingrédients pour partir à l'aventure. Donc c'est la rivière, je la retrouve, c'est la rivière Salmon. C'est une rivière qui s'écoule sur 680 km en Idaho, au nord-ouest des États-Unis. Il s'agit d'un important affluent de la Snake River qui se jette elle-même dans le fleuve Columbia. Voilà, elle est également nommée The River of No Return, littéralement la rivière sans retour. Voilà, je crois que même, il me semble que les Lewis and Clark, je crois qu'ils ont évité de l'emprunter tellement qu'elle est dangereuse. J'ai remarqué la rivière dans le film et sa dangerosité est personnifiée à chaque fois que le radeau est ballotté par les flots, parce qu'il y a une espèce d'aura quasi divine lors de ces scènes où on entend des espèces de chœurs éthérés, de plaintes célestes qui semblent surgir d'outre-tombe pour menacer les personnages sur le radeau. Je pense que tu me donnes envie de le revoir là. J'ai entendu, c'est à chaque fois qu'ils sont sur la rivière que ça bouge un peu, on entend ces espèces de chœurs. Alors je sais pas si c'est voulu par la musique ou si c'est pour mettre une ambiance un peu fantomatique, un peu menaçante, mais je trouve que ça donne un effet très intéressant. Effectivement, c'est vraiment un personnage à part. Je sais pas si. C'est Moi, ça comme si m'a c'était fait. la rivière qui, qui murmurait, qui chantait, quoi. C'est exactement ça. Un peu comme le chant des sirènes pour Ulysse. Mais sinon, dans un autre registre, ouais, Délivrance, peut-être. Tu vois, où franchement, la rivière, c'est vraiment un personnage à part, quoi. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand je revois ce film, pour moi, c'est vraiment le thème de l'enfance qui ressurgit. Forcément, je l'ai vu gamin et c'est un film qui m'a marqué. Bon, alors, allez savoir pourquoi un film marque plus qu'un autre. Certainement que Marilyn n'était pas innocente. J'imagine que on a tout dit, beaucoup de choses sur Marilyn. Hein. Je ne veux pas revenir là-dessus. Après, on aime, on n'aime pas. Ça, c'est encore une histoire de goût. Je dirais même de dégoût, puisque j'ai cru comprendre qu'à la tribune, elle ne faisait pas l'unanimité. Mais bon, c'est pas grave. Moi, elle m'enchante à chaque Moi, fois. c'est le seul film d'elle où j'arrive à la supporter, pour être honnête. A priori, effectivement, elle s'entendait pas vraiment avec le metteur en scène. Je crois même qu'il a à un moment donné qu'il a laissé tomber. Et ils ont tourné une scène magnifique, pleine de sensualité, par Jean Negulesco, qui est donc le cinéaste du film dont on parlait tout à l'heure, Comment épouser un millionnaire. C'est la fameuse scène, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la grotte, où en Oui, fait, où Mitchum lui, lui frictionne les pieds. ouais, enfin, moi je n'appelle pas ça frictionner, mais en fait, ouais, voilà, il la réchauffe Oui, en l'amassant. Et c'est vrai que cette scène, pour moi, elle est vraiment fabuleuse. Euh, et alors bon, a priori Preminger avait d'autres choses à filmer que Marilyn, il faut croire. Donc tout ça pour dire qu'en fait, moi je l'ai vu gamin et franchement, il y a, il y a des choses qui me sont revenues comme ça, qui ont ressurgi en moi. En gros, je vous dis un peu ce que j'ai ressenti à la dernière vision du film, c'est-à-dire que le film est magnifique dans un cadrage, dans un scope sublime, mais c'est vrai que parfois, il a tendance un peu à filmer ses personnages en contre-plongée. Donc peut-être qu'il veut peut-être sublimer le regard de l'enfant qui est finalement au milieu de toute cette histoire et qui pour moi est un très peu fort. comme dans Shane, filmé à hauteur d'enfant. Exactement, moi ça m'a fait beaucoup penser à Shane. Et c'est vrai que c'est des films comme ça. Enfin moi, à partir du moment où il y a des enfants dans les films, voilà, je résiste pas. Pour moi ça me parle, voilà. Et donc pour moi le western symbolise vraiment l'enfance. Et ce film-là tout particulièrement. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de ce film-là, la scène du saloon où en fait on voit un cadrage où on a on voit les personnages, tous les personnages qui sont là, mais qui se calculent pas. C'est-à-dire que Mitchum cherche son fils, Marilyn chante One Silver Dollar, mais il se calcule pas du tout. Et je trouve que déjà dans cette scène-là, il y a tout. Voilà. Après, il y a Rory Calhoun qui arrive. Donc tu parlais de Rory Calhoun, effectivement, il joue le rôle du bad boy. Je le trouve vraiment excellent.
charisme de fou. Et c'est vrai que il joue très, très, très bien le méchant, je trouve. En souteneur un peu joueur, vraiment, il excelle dans le rôle. C'est dommage qu'on le voit pas assez, mais bon. En fait, on avait d'autres choses à voir. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai trouvé un site qui était très intéressant. Je le mettrai, je vais le mettre d'ailleurs sur le podcast quand je le retrouverai. Mais c'est un site où il détaille tout, déjà, bon, d'une manière générale, Marilyn, mais en particulièrement ce film. Donc, si vous êtes vraiment friand des petites anecdotes de films, allez voir ça, c'est vraiment excellent. Voilà, moi ce que j'aime bien par contre dans le film, c'est les dialogues. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début du film, bon, déjà il arrive, c'est la ville des chercheurs d'or là, un peu dans les Rocheuses. Il essaye de retrouver son fils. Il rencontre un prêtre au début, donc il sympathise et tout. Et du coup, moi, ça m'a fait penser direct à La Nuit du Chasseur, où effectivement, un an plus tard, Mitchum a interprété son plus grand rôle. Voilà. Ensuite, donc, il vient chercher son fils et rencontre le tenancier du coin. Je vous lis les dialogues, ça m'a fait rire. Je cherche un garçon de 9 ans. Il devait être amené ici par un certain Martin. Vous l'avez vu? Ils étaient là. Ils sont repartis. Le type est parti pour les montagnes juste après être arrivé. Et le garçon? Il doit être en train d'errer dans le coin. S'il vient, pouvez-vous le retenir? Il s'appelle comment? Mark Calder. Quel âge avez-vous dit? 9 ans. Vous vous appelez comment? Je ne suis pas perdu. Moi, ça me fait rire. Après, il y en a d'autres. C'est le dialogue entre Bob, je me permets de l'appeler Bob, et le kid, mais pas Arizona. Hein. Quand on aura vendu notre récolte, tu auras un cadeau. Tu veux quoi? Un fusil. Tu en auras un. Bon. On sera riche comme ceux qui ont de l'or? Non, mais plus riches que ceux qui n'en ont pas. Voilà, tout ce film est bourré de dialogues comme ça. Moi, je trouve ça excellent. Et là, ouais, il y a quand même un dialogue qui m'a laissé perplexe. Je sais pas ce que vous allez, enfin, vous me direz ce que vous en pensez après. C'est le dialogue entre Marilyn et le gamin. C'est pourquoi tu t'es mariée? J'étais amoureuse. Comment on sait quand on est amoureux? On mange plus et on dort plus. Comme quand on a mal au ventre, oui, sauf qu'on a mal au cœur. Tu verras quand tu seras plus grand. T'as quel âge? On ne demande pas ça aux dames. Non pas que j'en suis une. Et pourquoi tu dis ça? Reviens dans 10 ans, j'essaierai de répondre. Donc voilà, c'est vraiment typiquement ce genre de dialogue qui me laisse perplexe. Parce que finalement, Marilyn, elle est chanteuse de saloon, mais finalement, c'est une traînée. C'est vraiment on le comprend en filigrane, quoi. C'est pas dit explicitement, bien sûr. Je pense qu'il y a le code ICE derrière qui les empêche d'aller plus loin, forcément. Donc, en fait, tout ça pour dire que La Rivière sur l'eau, effectivement, je fais le lien avec les films précédents qui ont pour moi des points communs, puisqu'il y a des femmes à caractère bien trempé qui ont vraiment une influence sur les héros. Donc, je pense à Dorothy Malone tout à l'heure et Virginia Mayo comme Cathy O'Donnell. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment ces films, ils sont liés à travers les femmes. Je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Marilyn? Peut-être une petite anecdote pour finir. Marilyn adorait la musique. Et on peut dire que Marilyn a vraiment donné un coup de pouce à la grande chanteuse de jazz, Ella Fitzgerald, pour qui elle éprouvait vraiment une grande tendresse, à tel point qu'elle allait voir dans les on va dire les grands spots de l'époque, de manière à pouvoir la mettre au devant de la scène pour la faire connaître. Donc elle se donnait vraiment. Et du coup, elle passait un deal en disant voilà, je vais vous ramener du monde et en contrepartie, vous laissez Ella chanter. Et c'est comme ça qu'Ella a pu faire carrière auprès du public blanc. Je trouve ça très remarquable de sa part. Voilà. Sinon, pour la fin, alors la fin, je ne vais pas la dévoiler parce que je trouve que la fin est vraiment sublime. Après, on peut s'y attendre ou pas, mais franchement, cette fin, elle est terrible. Le seul truc le seul détail qui m'a fait rappeler un peu Rio Bravo, c'est les escarpins rouges qu'elle laisse tomber comme ça quand Robert Mitchum l'a récupéré du saloon,
qui moi, m'a fait penser à Rio Bravo, encore une fois, quand Angelique Kidson envoie les barésies Oui, par la fenêtre. à la fin. Donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Et pour reprendre ce que tu disais, Fred, il y a 2 minutes, en disant que les femmes étaient le lien entre tous ces films, moi je dirais que la figure de la femme représente l'espoir de rédemption pour ces personnages au départ d'anti-héros. euh, qui sont Là, hantés par un passé dont ils ne se seraient sûrement jamais défaits s'ils ne les avaient pas rencontrés. exactement, c'est-à-dire que La Rivière sans retour, c'est vraiment le film pour moi de la seconde chance, hein, de la rédemption. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour possible. Et du coup, là, pour le coup, ça se termine très bien. Après, effectivement, c'est un happy end, hein, c'est-à-dire que pour les studios, vous envisagez pas ça forcément autrement à la Fox. Et du coup, Après, quand c'est bien fait, c'est bien aussi le happy end, hein. c'est peut-être pour ça que j'ai aimé. Étant gamin, je pense que ça a forcément eu son charme. Et c'est vrai que la fin me rappelle bizarrement les aventures de Tarzan et Johnny Weissmuller, où en fait on a Jane qui est ramenée comme ça de force sur les épaules par Johnny Weissmuller, et elle lui fait mais où est-ce que on nous emmène? Et lui répond maison. Un peu Oui. à la façon de Wes Muller, un peu le mec bourru comme ça, un peu. Et ça m'a fait penser totalement à ça. Et c'est vraiment un film que j'ai vraiment plaisir à revoir à chaque fois. Et moi, j'ajouterais aussi que par rapport au fait que ce soit un beau film en extérieur, un beau film forestier, La rivière sans retour, ça me fait penser aussi la relation père-fils entre Robert Mitchum et le petit gamin. Ça me rappelle celle de Burt Lancaster avec son fils dans L'homme du Kentucky, qui est sorti un an après, il me semble, en 55. Tout à fait. Oui, c'est sûr que là c'est vraiment la structuration, enfin, la composition, la création d'une famille, en fait. C'est-à-dire qu'on recrée, on revient à l'état original, on efface les fautes, on efface tout et on recommence, quoi. Et on recrée un peu comme Adam et Ève Et les dans la personnages sont purifiés à la fin de l'aventure. exactement. Et elle balance comme ça ses escarpins, elle se défait d'une chrysalide en quelque sorte, où en fait elle va revivre autre chose. Que le petit donc Tommy Rettig n'est pas. Donc, tu parlais, tu faisais référence tout à l'heure à la dernière Caravane, je crois qu'il joue dedans. Il joue Billy. Je sais pas si tu te Oui, souviens. oui, oui, oui. Et c'est le petit qui descend pour délivrer Richard Widmark, qui est ligoté comme crucifié sur la roue au bas du ravin. Et aussi, il faut dire, bon, peut-être que moi, j'étais forcément pas né à ce moment-là, en 54. Il a joué Lassie, la série Lassie. Voilà, le chien le collet, là, le chien collet. Donc tout ça pour parler du gamin, là, bon, c'est vrai que c'est surtout l'histoire de transmission. Tu vois, d'ailleurs, on le voit en photo, là, c'est vraiment la transmission d'un père à son fils, qui est à la recherche d'une mère. La mère, enfin, voilà, il va trouver une mère de substitution. Enfin, il y a tous ces rapports entre ces trois personnages qui m'ont intéressé aussi. Les chansons de Marilyn, forcément, moi, ça évoque beaucoup de choses. Je n'en dirai pas plus. Est-ce que Marc, tu veux ajouter quelque chose? Moi, la rivière sans retour, je pense que je le place pas aussi haut que mes deux camarades là. Je l'aime bien. Il y a beaucoup de choses qui sont bien faites. En fait, je crois que j'ai du mal à le considérer comme un western. C'est justement ce décor, ce cheminement sur la rivière, même s'il y a des séquences au début dans le camp des chercheurs d'or. Je sais pas, Tu moi, le mets plus dans l'aventure. oui, voilà, je le mettrais plus dans un film d'aventure avec effectivement, il y a quelque chose qui a été dit, qui est très juste, c'est le passage de témoin entre le père et le fils. Et ça, je trouve que, évidemment, il y a Marilyn, mais le passage entre le père et le fils, ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu du film quand je l'ai vu il y a quelques années. J'ai trouvé que c'était bien amené, c'était fait avec beaucoup de sensibilité, ce qui m'a étonné de la part de Preminger, qui a pas forcément la réputation d'être un cinéaste qui dit bien ces choses-là. Voilà, c'est un film d'aventure assez bien fait, avec des séquences assez profondes. J'ai du mal à l'intégrer, même si je devais faire mes 50 premiers westerns,
je le mettrai pas dedans, pas parce qu'il est pas bon, hein, il mérite amplement sa place, mais parce que j'arrive pas vraiment bien à l'assimiler à un western. Mais c'est un très très bon film. Hein. Alors quant à Marilyn, bon, je n'aurais pas un jugement aussi sévère que celui que j'ai entendu tout à l'heure. Je pense qu'elle a fait de grands films. Elle a fait des choses moins intéressantes, mais il y a toujours un moment dans ces films où elle est bien, quoi. Moi, je trouve que dans les dernières séquences de la rivière sans retour, quand elle a ses yeux qui brillent, son visage qui s'éclaire, on voit qu'elle touche le bonheur. Je trouve qu'elle fait très très bien passer ça. Enfin, moi, j'ai pas eu la chance de voir Marilyn sur grand écran, mais à mon avis, ça devait être quelque chose. Hein. Et certainement que ça avait l'air, ça avait à proprement, enfin, je dirais que ça avait l'air plutôt d'enchanter ces messieurs qui avaient l'air de trouver ça très très bon comme un bonbon sucré. Robert Mitchum, je le trouve toujours excellent. Même là, si il a l'air un peu désabusé, pour moi, et c'est vraiment le westerner dans toute sa splendeur, quoi. C'est le mec, il stresse jamais, il est toujours détendu, il se prend pas la tête. Il est là où il faut, un peu comme le Stewart, il est là, il est présent. Et d'ailleurs, ça fait penser, d'ailleurs, c'est vraiment un rock, ce garçon, puisque dans les années 50, là, au cours de la chasse aux sorcières, pendant son procès, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit par rapport à la commission, alors c'était la commission McCarthy, hein, à l'époque. J'ai très peu de principes dans la vie, mais il y en a auxquels je tiens, et c'est de ne jamais parler longtemps des gens avec qui je n'aurais pas envie de prendre un verre. Et derrière votre comptoir d'épicerie, je ne vois personne avec qui j'ai envie de prendre un verre. Alors messieurs, vous m'avez vu, vous m'avez entendu, vous savez où j'habite, au revoir.